toutes, merci d'être présents dans cette conférence. On démarre avec un petit peu de retard, mais ce n'est pas spécialement très grave. Je vais vous parler donc du martin pêcheur, un oiseau fantastique, un oiseau original, un oiseau que vous connaissez tous et que vous allez découvrir alors qu'on est en train... Attends, sur le... Voilà, posé là, ça marche. On va passer la figure pour la tenir. Alors du coup... Je vais rester devant. C'est quand même très utile. Je vais... C'est pas grave. C'est formidable. Ah, Miguel doit régler la lumière. Ça apporte une nouvelle chose. Mais ça sera moins contre-jour. Non, c'est Voilà. Et moi du coup, ça met en valeur l'œuvre. j'affine la luminosité de l'écran, c'est incroyable. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, martin pêcheur, un oiseau... Martin pêcheur, un oiseau que vous connaissez tous et toutes sans aucun doute. Un oiseau sur lequel on va discuter pendant environ 1 heure. On va évidemment parler du martin pêcheur, mais on va aussi parler de plein d'autres trucs concernant le martin pêcheur. Et il y a plein de choses que vous allez découvrir, j'en suis persuadé. Mais tout d'abord, on va s'atteler au fameux martin pêcheur d'Europe. C'est le seul qu'on a en Europe, c'est le seul qu'on a en France, à vrai dire. C'est un oiseau que vous connaissez très facilement. C'est le petit éclair qui glisse au-dessus de l'eau. C'est un oiseau que l'on voit très facilement en train de se percher pour aller pêcher. C'est un oiseau qui fait entre 16 et 18 cm de long. La femelle d'ailleurs est généralement un tout petit peu plus grande que le mâle. Alors ça ne va pas se jouer à grand chose, hein. Les individus mâles et femelles font entre 25 et 35 grammes. La femelle généralement fait entre 30 et 35 grammes. Le mâle lui est entre 25 et 30, donc ça c'est une caractéristique des martins pêcheurs. Une autre caractéristique que vous allez voir sur cette image, puisque cette conférence va être interactive et vous allez pouvoir participer à celle-ci en remportant une magnifique punaise qui est présente ici sur ce plateau, puisqu'on a d'autres choses. Après on a plein de punaises, donc du coup on va pouvoir faire plein de quiz et plein de questions. Je vous poserai cette question de savoir comment on différencie le mâle et la femelle sur la photo qui est présente juste ici. On ne voit pas très bien, mais c'est cette photo-là où vous allez voir justement les deux individus. Mais juste avant, on va parler du régime alimentaire du martin pêcheur, un régime qui est constitué de poissons, martin pêcheur, tout à fait saut d'indice. On a des larves, on a des crustacés, également des têtards, des mollusques, on a également des baies que le martin est capable de manger, notamment en hiver, lorsque celui-ci ne parvient pas à trouver sa nourriture. Donc du coup, est-ce que vous avez une petite idée de la différence entre le mâle et la femelle sur cette image? Aucune? Alors, effectivement, elle est plus grosse. Il y a aussi le fait qu'il y a un poisson qui est délivré à la femelle. Donc forcément, le mâle que l'on voit, eh bien, c'est celui qui livre le poisson, mais pas que. Si on remarque bien, on voit que le bec du martin pêcheur femelle est orange, alors qu'il est noir chez le mâle. C'est l'un des principaux critères de détermination, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel en ornithologie. C'est la différenciation entre les deux sexes, aussi bien mâle, aussi bien femelle. Et dernière petite chose, ce petit LC qui est assez important, on va y revenir d'ici quelques instants, qui veut dire Least Concern, préoccupation mineure, puisque tous les animaux, et d'ailleurs tous les végétaux aussi, sont inclus dans une liste, la liste rouge de l'UICN ou de l'IUCN, Union internationale pour la conservation de la nature. Et cette liste, eh bien, elle regroupe l'intégralité des animaux et des végétaux, et ces animaux et ces végétaux sont regroupés en fonction de leur danger d'extinction. Donc on a par exemple LC qui est préoccupation mineure, ça veut dire que la population du martin pêcheur eh bien, est une population qui soit connaît un tout petit peu de faiblesse, soit à des effectifs qui sont stables, mais il ne faut pas oublier également qu'on a des espèces qui ont des populations qui évoluent positivement. Vous en connaissez plein, on peut parler également du pigeon ramier par exemple, du piquet-pêche, on peut parler de la fauvette à tête noire, qui sont des animaux qui bénéficient justement de ces augmentations-ci.
Donc le martin pêcheur fait partie de cette catégorie préoccupation mineure. Ensuite, on va descendre vers quasi menacé et ensuite on va entrer dans les critères de menace avec vulnérable en danger critique d'extinction, avec évidemment un degré de dangerosité rajouté à chaque fois. EW, c'est éteint à l'état sauvage. Éteint à l'état sauvage, ça veut dire que l'individu n'est plus présent dans son environnement classique, mais qu'il est toujours présent en captivité. Donc on essaie par des programmes de réintroduction, de conservation, de faire en sorte que ces individus soient relâchés par la suite à l'état sauvage. Et puis on a la catégorie éteint. Là, on ne peut plus rien faire pour l'animal. Celui-ci est éteint définitivement, même si des fois, on peut avoir des surprises. L'une des surprises étant qu'on redécouvre une espèce qu'on n'avait plus vue depuis 100 ans, depuis 120 ans. Et cette espèce, eh bien, une fois qu'elle est redécouverte, elle est reclassée en danger critique d'extinction. Ça a été le cas par exemple d'un martin pêcheur à lunettes, pour être précis, qui a été redécouvert en 2015, 120 ans plus tard. Et évidemment, lorsqu'ils l'ont redécouvert, ils l'ont tué pour les collections parce que on ne sait pas pourquoi. La personne d'ailleurs a été virée, le naturaliste qui a fait ça a été viré et c'est à juste titre puisque c'est une espèce qui était, comme je viens de le dire, disparue depuis très longtemps. Mais comme je vous l'ai dit également, on a des individus qui sont réintroduits. Ça a été le cas cette année, notamment avec Lara de Spix, que vous connaissez peut-être si vous avez regardé le dessin animé Rio, puisque ce sont les perroquets qui sont les stars du dessin animé. Eh bien, c'est un oiseau que l'on trouve principalement au Brésil, qui a vu ses effectifs dégringoler, qui a bénéficié d'un programme de conservation à l'échelle planétaire, avec par exemple des pays comme Singapour qui ont participé, comme le Moyen-Orient, des pays comme l'Allemagne également, le zoo de Pairidaisa que vous trouvez en Belgique a également participé à cette introduction de Lara de Spix, tel est son nom. Et donc cette année, eh bien, on a réintroduit dans la nature 8 individus qui donc ont été relâchés au Brésil. Évidemment, il y a un suivi de population qui est actif et ce suivi de population permet évidemment, eh bien, on l'espère, par la suite de pouvoir réintroduire d'autres individus. Un petit peu plus proche de chez nous, le pigargue à queue blanche que l'on reconnaît avec sa queue blanche, qui est un homologue du pigargue à tête blanche, le fameux symbole des États-Unis, etc., qui lui a été réintroduit au lac Léman. C'était un oiseau qui était disparu depuis 130 ans et qui a été réintroduit cette année avec un programme de réintroduction assez original, l'un des tout premiers d'ailleurs dans le monde à bénéficier de ce programme de réintroduction. Et donc, pareil, on espère que les effectifs vont se renouveler et qu'au final, eh bien, cet oiseau va pouvoir perdurer là où il habitait 130 ans plus tôt. Alors on va revenir sur notre martin pêcheur, on parlait justement de la répartition de l'oiseau. Ça c'est la carte de répartition que vous pouvez trouver en ligne sur le site Faune France qui montre grosso modo où se situe le martin pêcheur. Donc on a à peu près 40 000 individus présents en France, avec évidemment des disparités, parce que comme son nom l'indique, le martin pêcheur a besoin de pêcher, donc du coup il faut des cours d'eau et des rivières, mais on peut également le trouver en zone marécageuse, on peut également le trouver en zone d'estuaire et de port. Ça c'est en hiver, lorsque la nourriture vient à manquer, lorsque les lacs viennent à geler par exemple, eh bien le martin décide d'une certaine manière de migrer et celui-ci eh bien, s'installe dans des zones un petit peu plus peuplées ou un petit peu plus proches de l'océan. Donc eh bien, le martin pêcheur, on peut également le retrouver dans ce genre de zone-ci. En Bourgogne et même dans l'Yonne d'ailleurs, le martin pêcheur a une plutôt bonne évolution parce qu'il y a des cours d'eau qui sont présents sur l'intégralité du département. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour lui parce que comme tous les animaux et même tous les végétaux qui se respectent, il subit de plein fouet la sécheresse, même si pour le coup, il est beaucoup plus impacté en hiver qu'en été pour la simple et bonne raison que sa source de nourriture vient non pas à disparaître, mais vient à être inaccessible avec, on l'a dit, les lacs notamment qui gèlent et le fait que certains poissons migrent d'une zone à une autre. Alors à l'échelle internationale, parce que le martin pêcheur d'Europe porte très mal son nom, encore une fois, donc vous avez le martin pêcheur que l'on retrouve tout en Europe, donc Europe principalement de l'Est. On va le retrouver également en Europe de l'Ouest en été, parce qu'il faut savoir que le martin pêcheur est un migrateur, à vrai dire
quasiment toutes les espèces d'oiseaux sont migratrices, c'est surtout des populations d'oiseaux qui vont être migratrices et d'autres populations d'oiseaux qui ne le seront pas. On va y revenir d'ici quelques instants. On le trouve également en Inde, en Asie, on le trouve en Chine, on le trouve en Indonésie, on le trouve également autour du Moyen-Orient, on le trouve en Afrique du Nord, on le trouve au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on le trouve également en Libye, on le trouve également en Égypte par exemple. Donc en orange, on voit que c'est l'été sur lequel il est représenté. En bleu clair, ça se voit un petit peu moins bien, c'est en hiver. C'est un animal qui migre aussi bien l'été que l'hiver. Alors pourquoi les oiseaux migrent? Eh bien c'est principalement recherche de nourriture. On en a parlé il y a quelques instants. Recherche de nourriture, donc ce qui oblige le martin-pêcheur à partir d'une certaine manière, voire dans d'autres endroits pour pouvoir récupérer sa nourriture plus facilement. Et c'est le cas pour tous les oiseaux. Et il y a une étude qui a été réalisée l'année dernière qui va permettre de mettre fin d'une certaine manière au débat est-ce que ce sont les oiseaux qui migrent parce qu'il fait froid ou parce qu'ils manquent de la nourriture? Eh bien, il y a une étude qui a été réalisée, qui a d'ailleurs été récompensée l'année dernière, parce que c'est une étude absolument formidable qui a été réalisée, et qui prenait l'exemple de fauvettes à tête noire qui normalement migrent vers le sud, elles migrent en Afrique. Eh bien, il s'est avéré qu'en réalité, maintenant, les fauvettes, notamment qui se trouvent en Europe, pas forcément du Nord, mais en tout cas en Europe centrale et autres, repartaient vers le Nord en hiver. Pourquoi elles repartent vers le Nord en hiver? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la nourriture y est accessible, avec toutes les mangeoires, etc. Donc, il n'y a plus spécialement besoin de se casser la tête pour les oiseaux à récupérer ce genre de nourriture. Et deuxième chose, ces oiseaux se fatiguent beaucoup moins. Pourquoi s'embêter à traverser l'intégralité de l'Afrique au risque de se faire tuer alors qu'on peut franchir la Manche en l'espace de 2 jours et atterrir dans un jardin qui nous donne de la nourriture toute l'année? La question ne se pose pas pour l'oiseau, il va choisir la deuxième solution et cette solution va en plus avoir des avantages supplémentaires puisque cet oiseau va pouvoir revenir sur site de nidification plus tôt, donc pouvoir obtenir les meilleurs sites de nidification plus tôt que ceux qui sont partis en Afrique et donc avoir davantage de chances de se reproduire. Donc la migration est une migration qui est au fait de la nourriture et non pas une migration qui est au fait des différentes températures que l'on peut avoir, même si les deux sont intrinsèquement liés. Alors on va revenir sur le martin-pêcheur d'Europe pour le coup avec différents comportements. On en a parlé tout à l'heure, le comportement d'offrande du martin-pêcheur avec le mâle qui va offrir donc un poisson à la femelle. Alors pourquoi il ne fait pas ça gratuitement évidemment le mâle. La femelle d'ailleurs non plus n'accepte pas gratuitement. En gros, la femelle elle évalue quelque chose de simple. Elle fait ok, donc lui il pêche un poisson plutôt de cette taille-là. Donc ça veut dire qu'il sera plutôt efficace pour nourrir les enfants, quoi. La femelle, elle ne cherche pas plus loin. D'ailleurs, pour le savoir, c'est que le mâle, plutôt les mâles, construisent différents nids qui sont visités par la femelle. On va y revenir d'ici quelques instants. Et c'est la femelle qui choisit le nid qu'elle veut fréquenter. Et donc, si rien n'est carré, du coup, il n'y a pas d'accouplement. Et c'est comme ça chez les martins-pêcheurs, c'est comme ça chez d'autres espèces d'oiseaux. C'est le cas du jardinier, peut-être que vous connaissez le jardinier. Ce jardinier qui est un oiseau qui établit des véritables tonnelles avec des morceaux de branches, avec des objets colorés qui sont classés en fonction de leur couleur, etc., etc. La femelle, elle arrive et là, elle fait non, mais là, il y a une branche qui est un petit peu elle n'est pas terrible ta branche là. Donc je m'en vais. Et donc du coup, le mâle est obligé de recommencer. D'ailleurs, petite anecdote, faut savoir que les mâles s'attaquent entre eux. Alors pas s'attaquent entre eux physiquement, attaquent entre eux les différentes zones de nidification. Donc quand il y a un mâle qui va chercher de la nourriture ou qui va être distrait par une femelle, il y en a un autre qui va arriver sur le territoire, il va foutre le bazar, comme ça lui fait un concurrent en moins, et du coup lui il est tranquille par la suite pour pouvoir récupérer, pour pouvoir éventuellement s'accoupler avec une autre femelle. Donc voilà, c'est le genre de comportement que l'on peut retrouver chez les oiseaux. Cavité et nid justement du martin-pêcheur, alors on ne le voit pas forcément très bien sur la diapositive, mais il faut voir que c'est une longue loge qui fait entre 50 et 70 cm de long. Là on la voit bien en coupe transversale, c'est très rare de voir un nid de martin-pêcheur en coupe transversale.
donc 50 à 70 cm de long, qui se termine par une longue cavité, cavité qui permet donc à la femelle de pondre, qui permet de pondre généralement entre 5 et 7 œufs, parfois un petit peu moins. Il faut savoir que cette cavité ne sera utilisée qu'une fois, parce qu'à l'instar des étourneaux, eh bien, les martins-pêcheurs sont des gros feignants, pour la simple et bonne raison qu'ils ne décident pas d'évacuer les différents déchets qui sont accumulés dans la cavité, et donc du coup cette cavité est laissée à l'abandon pour l'intégralité des autres animaux qui pourraient passer. Il se peut toutefois, et c'est le cas d'ailleurs au moulin à temps, puisqu'on a un martin-pêcheur qui niche au moulin à temps, que la cavité soit réutilisée. Voilà. Donc ce n'est pas forcément un comportement qui est 100% vérifié à chaque fois, le fait que cette cavité soit abandonnée. Pelote de rejection, parce que oui, les martins-pêcheurs rejettent également des pelotes de rejection, comme les rapaces, comme les rapaces nocturnes, comme les pigrièches également, si vous connaissez un petit peu l'oiseau. C'est l'espèce de petit rapace là, qui empale ses proies sur des arbustes. Et donc le martin-pêcheur, pareil, il fait la même chose, tout simplement parce qu'il ne digère pas les arêtes de poisson, le cartilage du poisson, donc du coup, eh bien, des fois, il produit une pelote de rejection qu'on peut facilement identifier comme celle d'un martin-pêcheur, puisque vous allez trouver du cartilage de poisson par rapport donc à d'autres animaux. Et puis, il y a deux points d'interrogation. Le premier point d'interrogation, c'est le terme de helper. Alors là, ce ne sont pas des martins-pêcheurs que vous voyez à l'image, ce sont des géas face noire, donc rien à voir, ce sont des oiseaux de la famille des corvidés. Mais le terme helper que l'on va retrouver chez le martin-pêcheur, eh bien, c'est un terme qui va désigner des jeunes qui vont aider les parents à réaliser la nidification. Donc, c'est quoi le bénéfice ? Le premier bénéfice, il vient pour les parents, parce qu'il y a potentiellement un individu de plus pour pêcher des poissons, un individu de plus pour pouvoir protéger le nid en cas d'intrusion. Et pour le jeune, bénéfice également, parce que celui-ci va apprendre à creuser beaucoup plus facilement, va apprendre beaucoup d'arcanes vis-à-vis des recherches, va apprendre aussi peut-être les meilleurs coins de pêche. Donc pour lui, c'est aussi du bénéfice pour pouvoir justement réaliser ça. Et puis la thanatose. La thanatose, puisque là vous êtes en train de vous demander que se passe-t-il avec ce pauvre martin-pêcheur qui est mort, il n'est pas mort le martin-pêcheur. C'est ça qui est incroyable avec la thanatose, c'est qu'en fait il fait semblant d'être mort, mais il n'est pas mort. Et pour ça je vais vous montrer une petite vidéo qui va résumer tout ça, ou du moins la fin d'une petite vidéo qui va résumer tout ça. Donc là, on est sur un camp de bagages assez, on va dire, classique, avec un martin-pêcheur qui est tenu en main. Donc là, pareil, là, on est en train de faire des vérifications pour voir si les ailes sont bonnes. On est en train de compter également les rémiges. Et là, on termine justement, et hop, le martin, là, il va se mettre en mode thanatose. Il va produire des spasmes, et du coup, il va faire croire qu'il est mort. Et donc, son objectif, c'est de faire croire à son prédateur potentiel que celui-ci, il est en train de mourir, donc finalement, il n'est pas très, très intéressant et appétissant à manger. Et donc, du coup, la thanatose est un comportement qui est réalisé notamment par le martin-pêcheur, mais aussi par d'autres oiseaux, et par d'autres animaux. Vous connaissez évidemment, par exemple, l'opossum, qui est capable de réaliser ce genre de comportement-là. Je vais reprendre mon diapo, je ne sais pas où je l'ai mis. Et puis je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'est pas grave. Bon, on va attendre qu'il charge, puisque le diapo charge toujours un petit peu. Ah, oui, aujourd'hui, mais un peu moins de temps. C'est bien ça. Alors, du coup, une fois qu'on a vu tous ces comportements, auxquels je rajouterai un comportement de noyade que j'ai lu hier. Un comportement de noyade assez original, puisque ce sont deux femelles qui s'affrontaient. Et les femelles, en fait, essayaient de s'attirer dans l'eau mutuellement. Donc les chercheurs qui étaient indonésiens ne savent pas du tout pourquoi ces femelles avaient ce genre de comportement-là. Donc est-ce que c'était pour noyer l'adversaire ? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, c'est le genre de comportement qu'on peut observer de temps en temps et qui sont relayés dans la bibliographie en mode « Ah tiens, j'ai vu ça, et qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, peut-être que c'est ce genre de choses-là, ou ça peut être un autre comportement qui peut être vu. » Voilà, des comportements comme ça chez les oiseaux, on en a quand même pas mal. Alors maintenant, un martin-pêcheur qui porte bien son nom, comment il fait pour pêcher du poisson ? Parce que c'est ça le plus intéressant lorsque l'on parle du martin-pêcheur. Le martin-pêcheur, il a des organes absolument redoutables. Déjà, il a des yeux redoutables.
Alors évidemment, tous les oiseaux ont des yeux redoutables. Ça, c'est évidemment connu, même si évidemment, c'est en fonction des différents oiseaux et des différents individus. Il faut savoir que nous possédons tous ce qu'on appelle la fovea. La fovea, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la partie la plus nette de votre œil. Les martins-pêcheurs en ont deux. Et les martins-pêcheurs en ont deux qui sont espacés de 40 degrés. Ce qui est l'angle le plus grand que vous pouvez voir chez les vertébrés. À quoi ça va servir? Ça va servir à avoir la vision la plus nette possible, aussi bien dans l'air que sous l'eau. Et lorsque le martin-pêcheur va plonger sous l'eau, celui-ci va conserver également sa vision grâce à ce qu'on appelle la membrane nictitante, qu'on appelle grosso modo la troisième membrane chez les oiseaux. C'est un peu comme si on avait un cil d'un cil d'un cil. Eh ben, c'est la même chose chez le martin-pêcheur. Une paupière d'une paupière d'une paupière. C'est la même chose chez le martin-pêcheur. Sauf que lui va uniquement fermer cette membrane nictitante pour éviter justement que l'eau passe dedans. Et c'est cette membrane nictitante qui va lui permettre de continuer sa trajectoire au sein de l'eau qu'il va traverser. Pour vous donner une petite idée de la précision d'un oiseau tel qu'il est, pas forcément du martin-pêcheur, il faut savoir qu'un objet de 2 mm peut être vu par un oiseau. Alors je ne peux pas faire la distance malheureusement parce que sinon je vais tomber dans les escaliers et sinon vous n'allez pas me voir en fait puisque je vais être en bas. Mais en gros c'est 18 mètres. Un oiseau peut voir 2 mm sur une table à 18 mètres de distance pour vous montrer l'efficacité de la vision des oiseaux. Nous c'est 4 mètres pour la petite histoire. C'est-à-dire qu'on doit se rapprocher jusqu'à 4 mètres pour espérer voir un espèce de petit truc et encore on ne le voit pas spécialement très net. Donc les yeux des oiseaux sont absolument remarquables. Autre chose qui est remarquable chez le martin-pêcheur, c'est le bec. Un bec qui a une forme très particulière. C'est principalement cette forme qui va lui permettre de pénétrer dans l'eau déjà sans perdre de vitesse, mais aussi sans alerter les poissons qui sont présents évidemment. Il faut savoir que ce bec est constitué de kératine, comme nos ongles, mais que cette kératine a une petite particularité qu'on va notamment retrouver chez les plumes de l'oiseau. Elle possède ce qu'on appelle des protéines en feuillet bêta. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, il faut imaginer que plus vous avez de feuillet bêta dans votre plumage ou dans votre bec, plus vous êtes hydrophobe. Et le martin-pêcheur, l'hydrophobie, c'est ce qu'il va chercher. L'objectif, c'est pas lorsqu'il va rentrer dans l'eau qu'il se noie. L'objectif, c'est qu'il remonte lorsqu'il va évidemment pêcher. Donc pour ça, il lui faut un plumage qui est hydrophobe, c'est-à-dire de l'eau qui va glisser sur son plumage et sur son bec. Eh bien ça va être le rôle des feuillets bêta. Ces feuillets bêta vont permettre justement cette hydrophobie. Le fait que l'eau, d'une certaine manière, glisse sur le martin-pêcheur et non pas pénètre le martin-pêcheur. Et c'est extrêmement important parce que le martin-pêcheur, lorsqu'il va plonger, on va le voir d'ici quelques instants en slow motion, eh bien, lorsque le martin-pêcheur va plonger, vous allez voir déjà qu'il va écarter ses ailes et qu'il va essayer de remonter en se propulsant avec ses ailes. Elles qui d'ailleurs sont assez puissantes. Et donc c'est grâce à ça que l'on va avoir la possibilité pour le martin-pêcheur eh bien, que celui-ci remonte à la surface de l'eau. Et donc justement, on va voir ensemble, grâce à une petite vidéo, un martin-pêcheur pêché. Donc là, c'est un martin-pêcheur d'Amérique que vous voyez. Donc il décolle, on ne voit pas très bien, mais il récupère sa proie, il va remonter directement. Et il y a un autre comportement qu'on n'a pas illustré chez le martin-pêcheur, mais qui va nous être montré ici. Attention. Voilà, ce comportement-là. En gros, lorsque le poisson se débat, celui-ci le tape contre le bois, tout simplement pour lui faire, pour l'assommer et puis pour pouvoir le manger. Parce que les martins-pêcheurs mangent les poissons la tête la première, tout simplement. Et donc cet oiseau s'est perché et là voilà, continue à le taper jusqu'à temps que le poisson n'oppose plus aucune résistance. Donc ça, c'est un martin-pêcheur d'Amérique et ça, c'est à vitesse réelle ce que ça peut donner lorsque vous êtes donc sur quelque chose. Mais on a également du martin-pêcheur qui va en slow motion. Et donc là, on voit très bien lorsqu'il pénètre dans l'eau que les ailes sont bien écartées.
Bon là, manque de bol, il s'est raté, hein. Ce qui est très rare d'ailleurs que les martins-pêcheurs ratent leur pêche. Donc là, il va ressortir à nouveau de l'eau en se propulsant. Donc c'est très important du coup d'avoir un plumage hydrophobe parce que s'il n'a pas cette eau qui glisse sur ses ailes, bah, il se noie. Et là, pareil, il replonge à nouveau et là, vous allez voir qu'il va réussir à attraper un poisson. Hop, avec le bec en avant, il réussit à attraper le poisson et là, du coup, il va remonter. D'ailleurs, petite anecdote concernant le bec qui me vient, il faut savoir que le bec de l'oiseau est orienté en fonction du vent. C'est-à-dire que selon la direction et la vitesse du vent, le martin-pêcheur va pointer son bec de manière différente. Donc vous allez avoir soit un bec qui va être plongé davantage vers le bas ou davantage vers le haut en fonction de la direction et du sens du vent. Et c'est quelque chose qui avait été également observé chez d'autres animaux comme les hérons par exemple. Et c'était une observation très ancienne puisque c'est une observation qui date d'il y a 800 ans. Rendez-vous compte, il y a 800 ans, on déterminait effectivement que l'orientation du vent permettait justement aux animaux d'avoir une pêche d'une certaine manière plus ou moins originale. On a aussi une autre méthode de pêche que je vous illustre sur cette petite diapositive qui est donc ici un alcyon pie. Et là, on est davantage sur une méthode de pêche qui rappellera un peu le faucon cresserelle puisqu'on a un oiseau donc en gros qui va se maintenir en vol stationnaire et qui va justement se maintenir au niveau de la surface de l'eau, remonter de temps en temps pour corriger sa trajectoire, redescendre, repartir en plongeon et une fois qu'il a terminé son plongeon, il remonte pour aller ensuite manger sa proie également. C'est aussi une méthode de chasse du martin pêcheur. Et ça donne ça, si vous voulez, en image. Donc on voit bien le martin pêcheur qui est au sommet, qui commence à descendre progressivement et qui va pointer son bec de plus en plus vers le bas pour ensuite, une fois qu'il est dans l'eau, rentrer de manière perpendiculaire à l'eau pour pouvoir évidemment perdre le moins de vitesse possible. Donc ça, c'est aussi une méthode qui est utilisée par les martins pêcheurs, en tout cas pas par le nôtre, le martin pêcheur d'Europe. Alors évidemment, on a le martin pêcheur, mais nous, on aime bien être rigolo en ornithologie de temps en temps, et on aime bien se compliquer la vie. Donc du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une classe différente du martin pêcheur, qu'on appelle le martin chasseur. Alors pourquoi on l'appelle martin chasseur? On va y revenir d'ici quelques secondes. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que le martin pêcheur est un oiseau qui va pêcher et le martin chasseur est un oiseau qui va chasser. Et c'est tout. C'est tout. Dans le sens où, au départ, on pensait que c'était une idée de répartition mondiale du martin pêcheur avec les martins pêcheurs qui étaient au nord et le martin chasseur qui était au sud, sauf qu'en réalité, c'est absolument pas le cas. C'est en revanche une différence comportementale qu'il va y avoir entre les deux types d'oiseaux. Que vous connaissez, martin pêcheur évidemment, mais martin chasseur, vous le connaissez aussi. On va avoir une petite vidéo qui va être intéressante à diffuser d'ici quelques instants. Alors, des martins pêcheurs, on en a plein évidemment. On a le martin pêcheur de Blyth par exemple, qui est le plus grand de sa famille, qui fait seulement 20 cm de long. Donc c'est une toute petite famille, la famille des martins pêcheurs. On peut avoir le martin pêcheur à long brun, martin pêcheur pourpré, martin pêcheur vert. Donc des martins pêcheurs, on les retrouve sur quasiment tous les continents. On les retrouve même sur tous les continents, Amérique, Asie, Afrique, Europe et Océanie. Ce qui est le cas également des martins chasseurs. Martins chasseurs qu'on va retrouver avec donc par exemple le martin chasseur mignon, le martin chasseur de Nio, le martin chasseur du Sénégal, qui montre donc que les martins chasseurs ne sont pas que dans l'hémisphère sud. Et on a également le martin chasseur bec en cuillère qui... Je ne sais pas pourquoi il s'appelle martin chasseur, parce qu'il ne ressemble pas à un martin chasseur. Il n'a pas du tout la forme d'un martin chasseur, donc je ne sais même pas pourquoi il fait partie de cette famille des martins chasseurs. Je pense qu'il va virer tout simplement, qu'on va on va le mettre ailleurs, parce que tout simplement, il n'a rien à faire ici. Et puis, martin chasseur, il y en a un que vous connaissez forcément, c'est le martin chasseur géant, qu'on appelle le kookaburra également en Australie. Un oiseau que vous avez déjà forcément entendu, je pense, si vous regardez des films, parce que généralement, lorsqu'on essaie de mettre des oiseaux tropicaux, on choisit le kookaburra parce qu'il est cool et parce qu'il fait des trucs super classe. Et au niveau des cris, au niveau du chant, ça va donner ça.
Donc ils ne sont absolument pas dressés, hein. Ce sont des oiseaux totalement sauvages, ce sont des oiseaux qui s'approchent très facilement des habitations et qui font un boucan d'enfer. Donc si vous vous plaignez des oiseaux qui vous réveillent le matin, dites-vous qu'il y a pire. Donc ça, c'est en Australie qu'on trouve, ce martin chasseur géant, qui est le plus grand de sa famille, il fait 40 cm de long à peu près. C'est un oiseau qui, comme je l'ai dit, est très facilement approché par les humains. C'est un oiseau qui aime beaucoup la présence humaine. D'ailleurs, il faut savoir que, pour la petite histoire, si vous vous rendez en Australie, les pigeons que vous allez avoir là-bas, c'est des kakatoès, c'est des perroquets. Et les gens s'en plaignent parce que des fois, vous voyez des vidéos où il y a des centaines, des milliers de kakatoès qui crient dans la rue, voilà, qui se posent sur les toits. Et nous, on fait « mais c'est trop bien ». Et les Australiens font « non, mais c'est insupportable ». Alors que nous, on fait la même chose avec les pigeons. Donc voilà, ce sont des oiseaux particulièrement intéressants à voir. Et voilà, je pense que vous les connaissiez. Et si vous ne les connaissiez pas, eh bien, il fallait les connaître, les martins chasseurs géants, puisque ce sont des oiseaux absolument fantastiques. Mais le problème, c'est que ces oiseaux qui sont, on va dire, très proches des habitations et des gens, eh bien, les gens ont parfois tendance un petit peu soit à faire un peu n'importe quoi avec eux, soit à leur donner à manger n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec ce pauvre petit individu. C'est une femelle, et tout simplement, cette femelle, elle venait dans le jardin d'un propriétaire, et du coup, elle mangeait des saucisses, elle venait au barbecue, elle mangeait des saucisses, et un jour, il s'est avéré que l'oiseau, il était trop lourd pour voler. Donc du coup, ils ont appelé évidemment une association de défense animale, une association qui donc a aidé à faire en sorte que cet oiseau survive. Alors on en rigole, mais il y a énormément de martins chasseurs et d'oiseaux en général qui meurent chaque année de ce genre de nourriture, puisque tout simplement, ils ne peuvent plus voler. Ils ne peuvent plus voler. Là, l'individu, qui est une femelle d'ailleurs au passage, est un individu qui faisait 560 grammes. 560 grammes, c'est-à-dire 50% de plus que le poids que normalement elle doit faire. Donc rendez-vous compte effectivement que ces oiseaux peuvent entre guillemets être problématiques, ou du moins la nourriture qu'on peut leur donner peut être problématique. Pour la simple et bonne raison que les gens ne savent pas toujours quoi donner, et pour la simple et bonne raison que les oiseaux en demandent, parce que eux, c'est de la nourriture qu'ils, entre guillemets, consomment, puisque ce sont des carnivores principalement. Ils mangent un peu de tout, ils mangent des baies, ils mangent de la viande, etc. Mais ils mangent surtout de la viande avec des lézards, des amphibiens et autres. Donc forcément, lorsqu'on leur propose de la viande, ils ne vont pas dire non, sauf qu'à un moment donné, le non, il va se transformer en... je ne peux plus voler, quoi, tout simplement. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention. Ne donnez pas de saucisses non plus à vos mésanges. De toute façon, elles ne mangent pas de saucisses, donc c'est vite réglé comme histoire. N'hésitez pas évidemment à leur donner une nourriture plus ou moins saine. Alors une question que j'aime beaucoup poser dans mes conférences et qui va permettre justement de remporter une deuxième petite punaise de couleur, je rappelle que la première n'a pas été gagnée et qu'elle ne sera pas remise en jeu du coup, c'est de savoir de quelle couleur est le martin pêcheur, parce que est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est orange, est-ce qu'il est corail, est-ce que vous avez des idées sur la couleur du martin pêcheur? Multicolore, arc-en-ciel, ça revient à peu près à la même chose qu'arc-en-ciel. Ensuite, bicolore, j'ai entendu la bonne réponse, mais il le sait lui, donc ça compte pas spécialement. C'est marron. Et vous allez me dire, mais pourquoi marron? Eh bien, tout simplement, pour la simple et bonne raison... Oui, mais ça compte pas non plus quand même. Pour la simple et bonne raison que, en réalité, la couleur du martin pêcheur n'est pas, d'une certaine manière, moléculaire, on va dire ça comme ça. En tout cas, elle n'est pas naturelle. Elle est issue d'un phénomène physique. Un phénomène physique qui s'appelle l'effet Tyndall. Alors, l'effet Tyndall, qu'est-ce que c'est? C'est un effet que vous avez forcément déjà vu, puisque lorsque vous vous promenez dans une forêt, vous voyez cet effet. Le fait que vous voyez le soleil qui se reflète au-dessus des nuages avec des rayons qui sortent des nuages, c'est l'effet Tyndall également. Donc c'est un effet que vous voyez extrêmement régulièrement sans même vous en rendre compte et sans même savoir que ça s'appelle l'effet Tyndall. Alors comment ça marche l'effet Tyndall? Parce que oui, on a des accessoires ici, alors autant s'en servir. Voici une plume qui est une plume de faisan.
pour la petite histoire. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque la lumière va arriver sur la plume est composée de barbes et de barbules. En gros, ce sont des peignes dans lesquels on met des peignes. Donc c'est une manière très imagée, évidemment, de décrire une plume. Mais en gros, dans ces barbules, vous avez des petites bulles d'air, qui vont dévier la lumière à un angle très précis. Et la déviation de cette lumière va être la lumière uniquement bleue, alors que toutes les autres couleurs vont être absorbées. Ce qui signifie que le martin-pêcheur, vous le voyez bleu, parce que la lumière qui est reflétée par les barbules et du coup par les bulles d'air qui sont contenues dans les plumes, eh bien c'est du bleu. Donc le martin-pêcheur, s'il n'avait pas de bleu, ou du moins s'il n'avait pas ces petites bulles dans les plumes, il serait marron. Et il serait d'ailleurs beaucoup moins joli, du coup. Alors c'est pas le seul oiseau, hein. Le paon également a ce genre de souci. Le geai, vous voyez, un petit éclair bleu sur l'aile du geai, c'est la même chose, c'est l'effet Tyndall. Et puis, c'est exactement le même phénomène physique pour le plumage du geai. Alors vous allez me dire, mais pourquoi du coup la mésange bleue, elle est bleue? Eh bien, je vais vous répondre un truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour la simple et bonne raison que personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi la mésange bleue est bleue. Est-ce que c'est un effet physique? Est-ce que c'est autre chose? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas et je n'ai pas réussi à trouver de réponse. Par contre, je peux vous parler du fou à pied bleu. Le fou à pied bleu qui, comme son nom l'indique, a les pieds bleus. Merci beaucoup. Le fou à pied bleu, donc du coup, a une petite particularité fantastique. Outre le fait d'avoir les pieds bleus, c'est qu'il danse de manière ridicule pour séduire la femelle. Bon, en tout cas, c'est pas le seul. Et il faut savoir que la couleur bleue qui est dans les pattes est obtenue en mangeant des poissons qui contiennent des caroténoïdes, couleur orange. Vous allez vous dire, mais pourquoi du coup on a du orange en fait, ça dépend de la concentration de la caroténoïde. Et selon la concentration, celle-ci va pouvoir, d'une certaine manière, donner une couleur bleue par différents processus biologiques. Et il faut savoir un truc, c'est que cette couleur bleue, elle est très recherchée par les femelles, chez les fous. Pourquoi? Parce qu'un fou qui a des pieds bleus très colorés, c'est un mâle qui est en bonne santé. Parce que c'est un mâle, effectivement, qui pêche beaucoup, tout simplement. Sauf qu'en réalité, les scientifiques se sont rendus compte que le fait que les caroténoïdes sont accumulés dans les pieds crée un déficit au niveau immunitaire chez le fou à pied bleu. Donc, du coup, on se dit, si ça crée un déficit et que ça entraîne la disparition de certains oiseaux, pourquoi ça a été conservé? On ne sait pas. On ne sait pas. La femelle est beaucoup plus attirée par la couleur bleue des pieds du fou que le fait que celui-ci soit résistant aux maladies. Donc du coup, le fait qu'il y ait ces pieds bleus entraîne par la même occasion le fait que l'individu ait une immunité beaucoup moins importante, ce qui est assez incroyable. Et un individu du coup qui a les pieds bleus, qui aura les pieds les plus bleus, sera un individu en bonne santé. Donc voilà comment on peut obtenir du bleu en fonction de différents phénomènes physiques et chimiques et biologiques qui peuvent être imposés. Alors, excusez-moi, juste une question sur cet effet Tyndall. Est-ce que ça veut dire que d'autres bulles renverraient d'autres couleurs? Ça peut être très très intéressant, effectivement. Je pense que oui. Alors, je ne suis pas physicien, donc je pense que oui. Mais comme il y a beaucoup de pigmentation, comme la pigmentation est produite par différents pigments, justement, il n'y a pas besoin de ce genre de phénomène physique. Donc, est-ce qu'on peut observer l'effet Tyndall sur d'autres couleurs? Sans doute. Après, je ne me suis pas spécialement plus renseigné sur la question. Le martin-pêcheur n'est pas seulement bleu, enfin, nous on ne le voit pas seulement bleu, il y a aussi... Il est effectivement, et là du coup c'est une couleur pigmentaire du coup. Du coup c'est une couleur pigmentaire qui est issue de la nourriture qu'il récupère. Voilà. Généralement, oui, effectivement, quand on parle du fait que le martin-pêcheur soit bleu, on parle effectivement du dos du martin-pêcheur. Le ventre, lui, est une couleur pigmentaire qui est sans doute issue de la nourriture qu'il récupère, à savoir des poissons, comme on l'expliquait avec le fou et sa réception en caroténoïdes, tout simplement. Alors avant d'expliquer ça de manière physique et chimique, la couleur bleue chez le martin-pêcheur, il fallait l'expliquer autrement. Et l'explication autrement, ça a été déjà la Bible qui nous l'a expliqué via l'arche de Noé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Noé envoie 3 oiseaux
L'un se défile, l'autre revient, puis ensuite décide de faire sa vie aussi. Donc Noé, il en a marre, il envoie un troisième oiseau qui est le martin pêcheur. Il se dit, ah, c'est peut-être la bonne, à un moment donné, il y en a peut-être un qui va me dire que les os se sont retirés. Donc du coup, il envoie le martin pêcheur. Et le martin pêcheur, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère ses couleurs magnifiques bleues et orange. Et ce qu'il fait, c'est que il ne revient pas voir Noé. Il ne revient pas voir Noé, il décide de vivre sa vie également et de se dire non, moi je vis ma vie tranquille. Et donc du coup, c'est pour ça que le martin pêcheur regarde son reflet. Parce que tout simplement, il est content d'avoir les couleurs qu'il a au niveau de la Bible. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est au niveau de la Bible également que s'opère le changement entre le fait que le corbeau soit soit un animal, on va dire, très appréciable et un animal qui va le devenir beaucoup moins. Parce que le corbeau est envoyé par Noé. Alors, le corbeau est un animal, on va dire, un petit peu ambigu. Tantôt, il est considéré comme un esprit malin. Tantôt, il est considéré comme un animal extrêmement intelligent et sage. Et donc, du coup, Noé envoie le corbeau, sauf que celui-ci ne décide pas de revenir à Noé, celui-ci décide de se repaître des cadavres qui ont malheureusement disparu à cause du déluge. Là, il va envoyer le fameux pigeon, la fameuse colombe. Je vous rappelle que colombe et pigeon, c'est la même chose. Et donc, du coup, la colombe acquiert cette couleur blanche et en punition, le corbeau acquiert cette couleur noire. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, la couleur du corbeau, elle est un petit peu... Voilà, on évite de montrer le corbeau, parce que ce n'est pas un individu qui est très recommandable, notamment lorsqu'on est dans le christianisme, lorsqu'on est au niveau de l'Église. Donc voilà, un petit peu une histoire, on va dire, tangentielle entre le corbeau et la colombe. D'autres mythes qui vont concerner les oiseaux et les martins pêcheurs, le mythe d'Alcyone et de Kex. Donc c'est un mythe grec qui va relater l'histoire d'Alcyone qui va partir pour rejoindre une île. Son bateau va faire naufrage au milieu de cette traversée. Kex, évidemment, se demande où est passé son mari. Elle fait et refait le tour des différentes îles et finit par retrouver son cadavre malheureusement. Et celle-ci, empreinte de chagrin, décide soit de se suicider, soit de pleurer à chaudes larmes. Et selon la fin de la légende, soit les deux individus sont transformés en martin pêcheur, soit un seul d'entre eux est transformé en martin pêcheur. Donc voilà, un mythe qui est assez important puisqu'il va y avoir pas mal de dérivations avec Alcyone. Alcyone qui va être en réalité un oiseau qui va être posé sur l'eau avec un nid qui va être posé sur l'eau et qui va se déplacer au fur et à mesure du temps. Un oiseau qui peut être un cygne, un oiseau qui peut être un martin pêcheur, un oiseau qui peut être une miette ce sera après. Donc voilà, on a des oiseaux qui vont s'alterner en fonction des différentes choses qui vont arriver. Le martin pêcheur dans l'Égypte antique désormais, alors ça c'est un oiseau assez intéressant parce qu'il va très très peu être représenté finalement dans la mythologie antique. On pensait que ça pouvait être un oiseau parce que son caractère est extraordinaire, parce que son comportement est extraordinaire, que ce soit un oiseau qui soit finalement bien représenté. Elle est surtout représentée dans les scènes de vie finalement, de ce qui va se passer autour d'une île. Donc là on a à nouveau un martin pêcheur pie ou un alcyon pie comme je l'avais décrit tout à l'heure. On le voit tout en haut de la première image à gauche et on le voit en train de descendre à droite au milieu de l'image. D'ailleurs, ici, on est davantage sur le début de l'Égypte antique et sur l'image de droite, on est davantage vers la fin de l'Égypte antique. Je ne saurais pas spécialement resituer les périodes, mais il faut savoir que les deux œuvres sont assez éloignées dans l'histoire de l'Égypte antique. Donc finalement, le martin pêcheur il va surtout être représenté en scène de vie vis-à-vis des Égyptiens. Le martin pêcheur dans la mythologie chinoise avec une magnifique technique qui s'appelle le tian tsui. Le tian tsui, qu'est-ce que c'est ? C'est réaliser de belles décorations avec les plumes du martin pêcheur. Alors c'est une technique qui a été importée par les Han, plutôt c'est une technique qui s'est développée sous les Han aux environs de 2 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à 2 siècles après Jésus-Christ. Et c'est une technique qui est absolument sordide pour la simple et bonne raison qu'elle consistait à récupérer des plumes de martin pêcheur sur des martins pêcheurs encore vivants. Donc du coup, alors pourquoi ils faisaient ça ? Parce qu'ils pensaient qu'en réalité, si le martin pêcheur était vivant, l'éclat de la plume serait infini. Ce qui est une bêtise, comme vous le voyez, ces trucs, ils ont à peu près 1500 ans. Et donc voilà, ces couleurs ont bien survécu.
Et comme on l'a dit, c'est un phénomène physique qui engendre tout ça. Mais ils ne pouvaient pas spécialement le savoir. Donc ça a été quelque chose qui a été, il y a 1000 ans, qui est quasiment disparu. Puis il y a 250 ans, avec la dynastie Qin et je ne me rappelle plus de l'autre dynastie, a été remis au goût du jour. Et depuis les années 40, c'est une technique qui a totalement été abandonnée pour la protection justement des martins pêcheurs. Et certains scientifiques pensent que, à cause justement de cette technique du tian sui, eh bien, certaines espèces de martins pêcheurs ont tout simplement disparu en Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et dans la mythologie japonaise, c'est pas un martin pêcheur ça. Donc mythologie japonaise avec le moineau domestique et le martin pêcheur. C'est une fable qui nous est racontée dans cette mythologie. Et en gros, ce sont deux frères. Le moineau domestique est un animal assez simple, et son frère, le martin pêcheur, qui est très excentrique, qui prend beaucoup soin de lui, etc. etc. Et puis un jour, ils apprennent que leur père va décéder. Donc le moineau se rend rapidement sur les lieux, tout simplement pour pouvoir réaliser comment dire, l'éloge funèbre. Le martin pêcheur, lui, met beaucoup trop de temps, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il arrive en retard, et du coup, le père décède, et du coup, le martin pêcheur, inconsolable, se retire dans les montagnes et va vivre en ermite à pêcher toute sa vie. Donc voilà, un mythe qu'on peut également retrouver dans la mythologie japonaise. Mais comme vous le voyez, le martin pêcheur n'est pas spécialement bien représenté dans la mythologie telle qu'elle soit. Au niveau du martin chasseur, c'est un petit peu plus le cas, parce que le kookaburra est un petit peu plus, on va dire, endémique de l'Australie et des pays de l'Océanie. Donc on va retrouver un petit peu plus de mythes qui lui sont associés. Le martin pêcheur, malgré son aire de répartition, malgré le fait que c'est un oiseau qui développe des capacités extraordinaires, eh ben, c'est un oiseau qui n'est pas spécialement très, très apprécié, ou du moins très, très intéressé par la mythologie, et qu'importe la mythologie d'ailleurs. Voilà, c'est un oiseau, sans doute par sa discrétion, qui a surtout joué à ce genre de choses. Mais on va rester quand même au Japon. On va rester au Japon avec le Shinkansen. Alors pourquoi parler du Shinkansen ? Vous connaissez peut-être l'histoire, mais je vais vous la raconter. Alors pour la petite histoire, ce qui est marqué en japonais signifie bien Shinkansen et non pas pâte en jambon ou je ne sais quoi d'autre. Je ne me suis pas amusé à changer le nom. Et donc du coup, le Shinkansen, voilà à quoi ça ressemblait au début. En 1964, c'est le Shinkansen série 0 que vous voyez actuellement à l'écran. C'est un train donc, qui a été établi dans les années 60, qui a toujours d'ailleurs été en circulation, mais qui posait quand même pas mal de problèmes. Un problème que je vais illustrer par une petite animation que je vais vous montrer tout de suite, évidemment. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien cette magnifique locomotive qui a été achetée pour l'occasion, il faut savoir, qui fait du bruit d'ailleurs, elle s'appelle Margot, elle vous dit bonjour. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec notre pauvre Margot ? Je vais aussi revenir un petit peu sur ce livre après. Il faut savoir que lorsque le train passait dans un tunnel... Ouais, c'est bien, tais-toi. Donc, lorsque le train passait dans un magnifique tunnel, celui-ci déplace de l'air. Lorsque le train pénètre dans le tunnel, l'air est toujours dans le tunnel, jusqu'à temps que le train sorte, tais-toi, sorte donc du train, sorte donc du tunnel. Si l'air il sort du train, il ne se passe pas grand-chose. Donc, lorsque notre cher train sort du tunnel, celui-ci va rejeter toute l'air finalement qui va avoir lieu, puisque l'air a été comprimé durant tout le tunnel. Donc, qu'est-ce qu'il a lorsque le train sort du tunnel ? Eh bien, celui-ci n'a besoin que de sortir. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se former ce qu'on appelle une onde de surpression. Une onde de surpression, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y ait une accumulation de l'air qui va être réalisée au sein du tunnel. Et donc, l'onde de surpression, elle provoque pas mal de problèmes. Le premier problème, c'est que ça fait du bruit, parce que c'est un énorme bang qu'on entend sur 250 voire 350 mètres, et évidemment qui pénalise énormément la tranquillité des riverains. Alors il faut savoir qu'au Japon, il y a une loi qui stipule que tout transport en commun, tel qu'il soit, ne doit pas dépasser les 70 décibels. Et là, avec ces ondes supersoniques, ces ondes de surpression, on y était énormément. Deuxième problème, eh bien, un problème lié cette fois-ci à l'électricité, à l'énergie que dépensait le train.
Et le troisième problème, eh ben, c'est un problème finalement relié au premier. Si on ne doit pas faire de bruit, ben, on doit réduire la vitesse du train. Donc celui-ci, techniquement, eh ben, il arrive un tout petit peu plus en retard. Donc ça, c'était les différentes contraintes qui étaient réalisées. Et c'est un physicien du nom d'Eiji Nakatsu qui va avoir une solution. Il est dans les années 1985. Il est en train de réfléchir à des choses et puis il se remémore une observation qu'il a faite du martin-pêcheur. Il fait « Attendez, le martin-pêcheur, lorsqu'il percute l'eau, celui-ci ne provoque pas de splash ou d'onde ou ce genre de choses-là. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si nous, on fait la même chose ?» Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a établi un croquis qui est celui du Shinkansen série 500, qui ne sera, entre guillemets, mis en service, je crois qu'en 1992, si je ne dis pas de bêtises, et qui va avoir une forme un peu comme ça, une forme effilée, comme le bec du martin-pêcheur, une forme donc qui va permettre une meilleure pénétration de l'air, une forme qui va permettre également de dégager l'air qui va être présent au sein du tunnel, et cette forme va constituer la caractéristique principale des trains japonais. Et Eiji Nakatsu, eh ben, il va résoudre les trois problèmes d'un coup. Non seulement il va moins faire de bruit lorsqu'il va arriver en agglomération, en plus il va augmenter, on va dire, le rendement électrique du train de 10%, ce qui est quand même pas négligeable, et il va également augmenter la vitesse du train, parce que évidemment le train n'a plus besoin de ralentir dans les tunnels. Et donc c'est grâce au martin-pêcheur et grâce à quelque chose qu'on appelle le biomimétisme que notre cher Shinkansen E0 est passé de ça à ça. Ça, c'est un vrai E500, donc c'est une vraie première série du Shinkansen qui a élaboré pour la première fois cette forme de bec de martin-pêcheur. Bec qui peut d'ailleurs, entre guillemets bec, qui peut d'ailleurs atteindre 15 mètres de long. Rendez-vous compte, 15 mètres de long, et qui est toujours en train d'être sculpté. Vous verrez le Shinkansen série 800, le bec est encore plus démentiel, enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et pour la petite histoire, il faut savoir que les ondes de surpression, ce genre de soucis-là, est-ce que vous avez déjà pris le train? Je pense que oui. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de choses-là? Lorsque vous rentrez dans un tunnel, vous avez parfois les oreilles qui se bouchent. Vous avez parfois un petit peu la sensation que ce soit un petit peu embrumé ou ce genre de choses-là. Eh bien, c'est exactement ce phénomène-là qui se passe. Parce que l'onde de surpression ne va pas uniquement impacter que l'extérieur du train, elle va également impacter les passagers du train. Et donc, les Japonais, ont trouvé la solution à ce problème. Et la question est de savoir maintenant quand est-ce que la SNCF mettra également en place cette solution. C'est sans doute pas demain la veille, malheureusement. Mais... De quoi ? Le TGV est un peu dans le même état d'esprit, sauf que le problème, c'est que le bec, entre guillemets, du TGV est beaucoup plus court. Donc, du coup, l'efficacité est beaucoup moindre. Et ça, c'est le vrai problème. Donc, ça veut dire qu'il faudrait, entre guillemets, retravailler les locomotives. Alors, la SNCF a eu des soucis à la sortie de la gare Montparnasse. Et donc, on a toujours ce tunnel-là. Et elle a répondu à cette question-là avec le dimensionnement des tunnels. Absolument. C'est également une solution qui peut être apportée. On peut effectivement soit modifier la forme du train, soit agrémenter effectivement le tunnel d'autres zones de circulation. Et c'est logique. Si vous avez un tunnel qui est beaucoup plus grand, l'air va pouvoir se diffuser dans d'autres parties du tunnel. Et donc forcément, l'onde de surpression soit sera moindre, soit sera inexistante. C'est aussi une solution qui peut être retrouvée. Moi, j'avais fait un Paris-Poitiers et sur les tunnels que j'avais arpentés, il y avait quand même pas mal d'ondes de surpression qui pouvaient survenir au fur et à mesure du temps. Mais voilà, c'est peut-être effectivement une solution qui peut être totalement trouvée. Ce bec-là, le Concorde. Ouais, le Concorde également. Alors, je sais pas pour le coup si le Concorde se basait sur le bec du martin-pêcheur. Pour le coup, je ne sais pas du tout. Ah, c'est peut-être un autre oiseau, je ne sais pas. C'est 10% hors tunnel, ce que vous évoquiez. Il y a 10% d'économie d'énergie, etc. Donc, même si le problème est résolu dans le tunnel, ailleurs, ça ne l'est pas en définitive. En fait, ailleurs, le problème ne se produit pas. Oui, mais je veux dire, alors le problème, pas du bruit, mais le problème, là, c'est quand même un avantage, le fait qu'il consomme moins. Donc, c'est presque dommage, mais je ne sais pas si c'est du mimétisme pour TGV, mais en tout cas, le mimétisme qui a été trouvé pour ça a résolu un problème du tunnel, mais aussi d'une consommation moindre. À l'époque où... Ça réduit en fait le problème de la consommation moindre à l'intérieur du tunnel. Ah, pas à l'extérieur ? Non, pas à l'extérieur.
Parce que le véritable souci, c'est que lorsque l'air freine le train, donc forcément, lorsque l'air va freiner le train, on va avoir une dépense énergétique qui va être beaucoup plus importante. Tout à fait, mais je pensais que la pénétration au niveau du tunnel était améliorée, de ce fait, la pénétration hors tunnel... Non, du coup, non, elle n'est absolument pas améliorée, puisque en sensu stricto, l'objectif, c'était de résoudre le problème qui se passait à l'intérieur du tunnel. Après, peut-être qu'avec les autres versions du Shinkansen, peut-être qu'ils ont aussi résolu ce problème en extérieur, ce qui est possible. Parce que le série 800, je l'ai pas montré ici, mais le série 800 a un bec vraiment très allongé, encore beaucoup plus allongé que celui que vous voyez ici, qui est absolument démentiel, qui s'aplatit d'ailleurs et qui pour le coup ressemble encore plus à la forme du bec du martin-pêcheur, puisque c'est un bec qui est en forme de losange, si on le prend d'une certaine manière, avec une première base triangulaire chez le martin-pêcheur et le haut du bec qui va être triangulaire aussi. Et donc, lorsqu'il va pénétrer l'air, on va avoir davantage une forme de losange. Donc oui, mais après, c'est peut-être effectivement la possibilité que les séries suivantes des Shinkansen aient pu servir justement à ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rapproche de ce que la nature a fait, de ce que l'espèce, lui, ça fait je ne sais pas combien de temps elle existe cette espèce-là, mais je veux dire, à un moment, on pourrait gagner du temps en allant directement au plus près. C'est pas le parfait, mais... C'est le biomimétisme dans toute sa splendeur. Et pour la petite histoire, il faut savoir que le Shinkansen, enfin non seulement le martin-pêcheur a inspiré Shinkansen, mais deux autres oiseaux ont inspiré Shinkansen, le manchot Adélie et rapace nocturne. On les prend un peu tous, parce qu'eux, ils sont occupés du pantographe. Le pantographe, c'est l'espèce de câble qui relie le train au câble électrique. Et donc, ils ont trouvé, avec la forme du manchot Adélie, une forme parfaite pour le pantographe, et les ailes, entre guillemets, plutôt les plumes des rapaces nocturnes, permettaient à ces pantographes de mieux glisser en fait, sur les différentes lignes. Et donc, du coup, d'apporter encore plus de confort aux différents passagers. Donc voilà, mais ça, c'est un exemple de biomimétisme, comme on peut en avoir je ne sais pas si vous connaissez le gecko tokay, qui est capable de monter au plafond, mais vraiment de monter au plafond. Ben, grâce au gecko tokay, ils ont inventé une colle qui est extrêmement solide. Vous savez, la colle là, qui permet de coller voilà, ben, c'est grâce au gecko tokay, d'une certaine manière. Et là, ce qui est intéressant, ce que vous dites, par les choses qui sont, c'est qu'on est quand même sur 3 espèces d'oiseaux par rapport à la pénétration de l'air, par rapport à ça. Il n'y a pas de poisson, parce que typiquement, un poisson, ça pourrait aussi une forme aérodynamique. Mais là, on est sur l'aérodynamisme sur le niveau aérien, quoi, en fait. Oui, mais après, je pense que c'est en fonction de ce que les ingénieurs, vont trouver ou ce genre de choses-là. C'est après, je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir disserter plus longtemps là-dessus. Mais absolument. Absolument. Ces trois espèces d'oiseaux qui sont utilisées. Les végétaux ont été également utilisés. Les graines de bardane, les scratchs et autres, c'est exactement la même chose. Le fait qu'elles s'accrochent justement aux vêtements, c'est exactement le même principe que le système Velcro, qui a été par la suite démocratisé. Donc on parle d'animaux, mais les végétaux ne sont pas en reste non plus. Alors si vous voulez en savoir plus, parce que on parle d'oiseaux en conférence, mais on parle d'oiseaux également ailleurs, on réalise avec un ami qui s'appelle Victorio, que je salue s'il me regarde, de Belgique, puisqu'il est belge, un podcast sur les oiseaux qui s'appelle Le Courrier de la Sterne. Toutes les semaines, on revient sur nos découvertes ornithologiques. Ça, c'est le dernier épisode. Et l'anecdote du fou à pied bleu, on en a parlé lors du dernier épisode. Et lui, il avait parlé des noms d'oiseaux qui devenaient n'importe quoi. Mais de toute façon, les noms d'oiseaux, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas spécialement grand-chose à dire de plus. On a la chance d'être le tout premier podcast francophone sur les oiseaux. Donc, on est très, très content d'avoir cette petite appellation. Et puis, à partir du 2 décembre, pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir me retrouver à l'Université Sénonaise pour tous, qui se trouve à Sens, comme son nom l'indique, pour des cours d'ornithologie. Donc je vais donner 6 cours d'ornithologie, 5 qui vont être présentés comme ici, entre guillemets cours magistral, et un cours qui sera, on va dire, un petit peu plus pratique, où on ira se balader dans un parc pour aller observer les oiseaux.
Et il faut savoir que ce genre de formation qui existe dans différents pays, notamment aux États-Unis par l'intermédiaire des fameux MOOC, c'est une formation qui est la toute première en France. Donc pareil, je suis très très content de pouvoir l'inaugurer à partir du 2 décembre pour parler d'oiseaux. Il y aura plein de choses, plein de choses à évoquer. Là, on n'a rien évoqué du tout, hein, vraiment, alors qu'on a l'impression qu'on a fait plein de trucs, on a parlé de plein de choses, mais en réalité, on n'a rien vu du tout sur le monde des oiseaux. Et je vous invite évidemment à vous rendre sur ces cours d'ornithologie. Il y a d'autres projets qui arrivent, mais pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'on est encore en train de l'éroder. Et c'est ainsi que s'achève cette conférence. Si vous avez des questions, on y répond. Sinon, l'autre vous racontera une blague et sinon, Margot vous fera des petits chants. Je vous remercie beaucoup.